Bonjour à tout le monde. Je suis Adrien Gayap et dans le cadre du cours euh, Info 6900, projet de session, je vais vous présenter une des plus grandes librairies de NVIDIA appelée DALI pour Data Loading Library. Euh, Présentement, dans le domaine de deep learning, de l'apprentissage machine profond, la disponibilité de grands ensembles de données pour l'entraînement est très importante. La quantité est très importante pour l'entraînement des données, mais aussi la qualité. La qualité des données est aussi très importante. Si on a une grande quantité de données, mais sans avoir une bonne qualité de données, ça ne va pas, ce ne sera pas intéressant pour avoir de bonnes performances des algorithmes. Sinon, on va se rendre compte qu'on aura des problèmes comme l'overfitting lorsqu'on va entraîner les données ou encore des biais qui vont se ou encore des biais qui vont naître. Et donc, ces deux challenges apportent le problème de disponibilité des données. Dans beaucoup de domaines, on a des domaines d'application de l'intelligence artificielle. On a un problème soit de quantité de données. On peut avoir la bonne qualité des données, mais on n'a pas en quantité suffisante, ce qui nécessite des techniques, par exemple, comme les techniques d'augmentation des données, ou bien on peut avoir des données en quantité, en quantité très grande, mais pas toujours de bonne qualité, ce qui va aussi nécessiter certains traitements des données. Et donc, c'est là soulève plusieurs problèmes. Le premier problème qui peut survenir, c'est le problème de stockage des données. On parle de stockage des données, ça inclut par exemple le format. Lorsqu'on a des données, on va enregistrer sur quel format, sur comment est-ce que les données doivent aussi être récupérées des bases de données pour être entraînées sur des réseaux de neurones. Et puis, tout cela, en fait, ce challenge-là amène justement les développeurs en intelligence artificielle de construire des pipelines pour traiter d'abord les données, pour faire la phase de pré-processing des données avant de les envoyer dans les différents réseaux de neurones, les différentes architectures de deep learning qui sont mis sur pied. Et ces traitements incluent par exemple le chargement des données, le décodage des données, le recadrage des données, le redimensionnement et aussi l'augmentation des données, comme on le disait précédemment, pour des bases de données qui sont très peu, mais de bonne qualité. Et donc, ce traitement se fait généralement à travers des pipelines qui, jusqu'à date, ont été utilisés et exécutés en grande partie sur des CPU. Cette partie de pré-traitement se fait de façon normale sur des CPU. Donc, à travers cette image, on peut avoir une idée de comment est-ce que les CPU, autant pour moi, les réseaux de neurones ou bien les architectures de deep learning ont été entraînés à une certaine époque, au début, quand on venait de commencer avec l'intelligence artificielle, la partie de pré-processing et la partie d'entraînement des modèles de deep learning ou encore des architectures de deep learning étaient faits à la fois sur les, les, les CPU. Et donc, sur cette image, on peut avoir une idée en termes de temps de traitement ou bien de temps et de temps d'entraînement des architectures de deep learning, le temps que ça pouvait demander pour pouvoir traiter les données, mais aussi de pouvoir aussi entraîner les différents modèles. Et avec l'avènement des GPU,
avec l'approche de NVIDIA qu'ils ont appelé GPU, on a eu la possibilité désormais de pouvoir entraîner ces réseaux de neurones à travers des GPU. Ce qui a donné un gain de temps énorme, qui a permis de baisser le temps d'entraînement des réseaux de neurones. Et avec l'évolution de cette technologie, on a constaté qu'avec l'évolution de la technologie, on avait davantage un gain de temps et un gain de performance lorsqu'on entraînait les données dans la phase de training. Avec le temps davantage et avec les nouvelles cartes graphiques et les nouveaux outils que NVIDIA a mis sur pied, on a encore arrivé à essayer de baisser davantage le temps d'entraînement. Mais cela a fait face à un problème qui était crucial. C'était justement le fait que le temps de pré-processing n'avait toujours pas changé. Et il y a eu justement le problème d'un goulot d'étranglement qui s'est fait au niveau de la phase de pré-processing parce que c'était toujours fait sur le CPU. Et le CPU, lui, il est performant pour des tâches qui sont séquentielles. On ne pouvait pas paralléliser. Et donc, on peut avoir, à travers cette image qui est qui présente la phase de pré-processing pour une architecture ResNet, on peut voir que les différentes étapes de pré-processing demandent beaucoup de phases, demandent beaucoup de calculs. On a la phase de redimensionnement aléatoire, l'augmentation des couleurs, le cropping, c'est-à-dire que le redimensionnement, comment on va dire, oui, une sorte de redimensionnement et puis aussi de rotation avant d'entraîner. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'étapes pour un réseau, beaucoup d'étapes de pré-traitement pour un réseau ResNet 50 par exemple. Et cela constitue un véritable goulot d'étranglement si cette étape doit toujours se faire de façon séquentielle. En termes de vitesse aussi d'entraînement, donc là on était sur la phase de pré-processing. Maintenant nous sommes sur la phase d'entraînement. Mais les espérances qu'on avait lorsqu'on augmentait par exemple les cartes graphiques dans les ordinateurs, dans les supercalculateurs, c'est qu'on se disait si avec un DGX 1 avec 8 GPU, on peut faire un traitement d'environ 10 000 images par seconde. Certainement, avec une DGX 2 de 16 Go, de 16 GPU autant pour moi, normalement, le temps de traitement d'images par seconde devrait doubler. Mais ce n'est pas cela n'est pas la réalité parce que on s'est rendu compte qu'en réalité le temps était beaucoup plus inférieur et cela est dû très certainement au fait que la phase de pré-processing des données n'est pas autant rapide que celle des GPU et puis ça constitue effectivement un goulot d'étranglement. C'est là où NVIDIA a pensé à la solution DALI. C'est quoi l'apport réel de DALI? Avec DALI, cette image qui nous est présentée nous montre une idée de comment est-ce que la phase de pré-processing se fait en utilisant la bibliothèque DALI. En un, on a les données qu'on a d'habitude, qui sont déjà stockées dans notre base de données. On a la phase de décodage maintenant qui va se faire en utilisant DALI à la fois sur GPU et sur CPU, ce qui va permettre de faire
le parallélisme et donc d'augmenter le temps, d'augmenter le nombre de données traitées à l'unité. Et puis on a aussi l'augmentation accélérée qui se fera via GPU. Et après cette étape-là, les données sont prêtes pour l'entraînement et puis on peut entraîner et inférer. Et l'entraînement et l'inférence avec DALI peut se faire sur beaucoup d'environnements comme JAX, PyTorch et TensorFlow. Donc, elle peut être utilisée avec ces différents frameworks de deep learning. Si on essaie donc de se rappeler, avant l'utilisation de DALI, voilà un peu à quoi ressemblaient les étapes de pré-processing et puis d'entraînement pour un pipeline en deep learning. On voit que la phase de chargement, de décodage, de redimensionnement et d'augmentation de données se faisait uniquement sur CPU et seulement l'entraînement se faisait sur GPU. Mais avec DALI, la phase de chargement se fait sur CPU. Le décodage des données se fait à la fois sur CPU et sur GPU. Ce qui augmente le redimensionnement et l'augmentation se font aussi et peuvent se faire sur GPU et l'entraînement. Ce qui fait qu'on a un gain énorme en temps. En fait, euh, DALI est une bibliothèque qui est open source et portable, ce qui fait son gros avantage. Et elle permet justement de faire le décodage, l'augmentation des images, des vidéos, mais aussi d'accélérer les applications d'apprentissage profond, même pour des images temporelles comme les images de la parole. L'objectif de DALI justement est de pouvoir réduire la latence en temps de formation. Donc, son objectif d'augmenter ces étapes, en fait, d'augmenter la quantité de données prédictées, c'est dans le but de pouvoir accélérer aussi l'entraînement des architectures de deep learning. Donc, c'est ça son objectif. Et elle a donc beaucoup de fonctionnalités. Elle est venue, elle a remplacé ces architectures classiques qu'on avait qui étaient très lentes. Donc, en termes de caractéristiques, on va d'abord souligner le fait que DALI, c'est une API qui est facile d'utilisation. Et si on regarde par exemple pour le chargement des données avec PyTorch, la version classique qui est celle de gauche utilise le data loader classique de PyTorch. Et à gauche, on voit que ça ne nécessite pas nécessairement qu'on ait besoin d'une nouvelle formation à partir de zéro. C'est vraiment très facile à utiliser, juste réadapter certaines lignes et apprendre certains packages. Donc, c'est pas autant complexe. Donc, elle est facile à utiliser. L'autre chose, c'est que elle peut, elle est évolutive de façon, en fait, son utilisation sur les GPU est facile. Elle peut évoluer de manière transparente sur beaucoup de GPU. On voit par exemple dans l'image que DALI peut, il suffit juste de spécifier lorsqu'on veut lire les données qu'on a plusieurs GPU et Dali va s'occuper justement de charger et d'utiliser les GPU de façon convenable. La cible vraiment de l'utilisation du développement de DALI, c'était de pouvoir accélérer la classification d'images, la détection d'objets et la reconnaissance vocale comme Jasper pour la classification d'images avec l'architecture ResNet 50 et la détection d'objets. Euh, DALI utilise aussi des graphes flexibles qui permettent aux développeurs justement de créer des pipelines personnalisés. Ça, c'est une caractéristique particulière de DALI. À la fois, elle est flexible, mais elle est aussi rapide. Le format pris en charge par DALI jusqu'à date prend les formats comme JPEG, WAV pour l'audio, Coco et HEV, EEC. Et enfin, elle est évolutive.
Donc, les développeurs peuvent eux-mêmes rajouter des opérateurs de traitement audio, les images et les vidéos personnalisées depuis euh, le répertoire GitHub qu'ils auront téléchargé pour travailler avec DALL-E. Donc, pour obtenir DALL-E, on peut obtenir DALL-E sur le site web de NVIDIA, juste en tapant NVIDIA DALL-E. Et puis, ils ont toute la documentation qui est bien faite et puis ils expliquent bien comment utiliser DALL-E. Ou encore sur GitHub. Sur GitHub aussi, on peut avoir DALL-E. Sur le GitHub, le répertoire de NVIDIA, on peut retrouver DALL-E qui est aussi très bien documenté. En termes de benchmark, si on veut essayer de faire un benchmark de DALL-E à la fois logiciel et aussi matériel, on va voir que DALL-E offre des résultats et des performances très intéressantes. Donc, en termes logiciels, en termes software, on voit que l'utilisation de DALL-E avec des frameworks comme MXNet qui est un framework qui est embarqué, en fait, qui est un conteneur embarqué sur le cloud, ou PyTorch et TensorFlow, montre un énorme gain en termes d'images traitées par seconde pour une architecture ResNet 50 sur ImageNet en utilisant une DGX2. Donc on voit les gains énormes en termes d'images par seconde pour les différents frameworks. Si on veut aussi s'intéresser en termes matériels, l'image qui nous est montrée nous présente l'utilisation de DALL-E sur une DGX2 et sur une DGX1. Et on voit justement que sans DALL-E, on peut faire toujours pour ResNet 50 le traitement des données de 11 030 images par seconde sans DALL-E. Et avec DALL-E, on passe à 20 millions, environ le double. Et sur une DGX, environ 1,2 fois. 1,2 fois. Donc ça, c'était présenté DALL-E et son utilité. Donc, on va maintenant On va maintenant passer à une démonstration pratique pour voir comment est-ce que DALL-E peut nous aider pour le traitement ou bien pour rendre nos pipelines plus efficaces et plus efficients pour accélérer le traitement des images et accélérer l'entraînement de nos modèles en deep learning. Donc, l'objectif de cette démo, c'est justement de pouvoir montrer et de voir l'utilité de DALL-E dans les pipelines de deep learning. Justement pour faire une optimisation efficiente lors du pré-processing. Donc, il est important donc, de voir ça. Mais on va d'une part, utiliser DALL-E pour le pré-processing d'une simple base de données de chiens et de chats. Les chiens et les chats, les images qu'on utilise classiquement pour les démonstrations en deep learning. Donc, on va traiter cette base de données d'abord uniquement sur CPU et puis de l'autre côté, on va l'utiliser avec DALL-E qui va utiliser à la fois le CPU et le GPU. On va comparer le résultat en termes de vitesse, le nombre d'images traitées par seconde et on verra le résultat et l'utilité réelle de DALL-E. Donc une chose qui est importante à noter par rapport à DALL-E, on a déjà vu la performance, on a déjà vu les caractéristiques de DALL-E dans les slides précédents, mais particulièrement pour cette fois, c'est de comprendre que DALL-E est à la fois rapide et flexible. Parce qu'en fait, en général, les pipelines qui ont été mis sur pied pour le pré-processing, ils sont regroupés en deux grandes catégories.
Il y a des pipelines qui sont rapides, mais inflexibles. C'est-à-dire que tout est déjà défini. On ne peut pas avoir une mainmise pour modifier ce qui est déjà fait. Mais on a aussi, de l'autre côté, des pipelines qui sont lents, mais flexibles. Donc, parce qu'on a la possibilité de faire des modifications, c'est ça qui rend les pipelines lourds. Mais Dali propose à la fois la rapidité, mais la flexibilité. Donc, une chose qu'il faut faire quand on veut commencer à installer, quand on veut commencer à utiliser Dali, c'est de pouvoir l'installer. Et puis, bah, c'est déjà installé sur dans notre notebook. Donc, il faut d'abord l'installer. À la suite de l'installation, il va falloir définir notre pipeline. Donc, pour définir le pipeline, on utilise un décorateur. Avant d'écrire la fonction Python, une fonction Python classique, on va d'abord utiliser le décorateur pipeline def. En fait, une chose qu'il faut noter, c'est que Dali est basé en fait sur une classe particulière. C'est la classe NVIDIA Dali.pipeline. Donc, à la suite de ça, on doit utiliser le décorateur avant notre fonction pour spécifier justement qu'on veut utiliser Dali. Donc, cette fonction va utiliser notre fonction qu'on appelle simple function, simple pipeline autant pour moi, va utiliser une fonction déjà définie de Dali reader pour lire justement les images JPEG qui sont encodées. Il va utiliser une fonction décodeur pour décoder les images en les transformant en RGB. Et puis aussi, on va définir les variables qui doivent être retournées. Donc, c'est ça qu'on va faire ici. Et puis, comme je disais, il faut spécifier justement le chemin vers la base la base de données. La base de données, comme je disais tantôt, c'est une base de données qui contient les images de chiens et de chats. Donc, c'est ça ici. Donc, on va définir notre fonction. Après, il va falloir construire, il faut construire par la suite notre pipeline. La construction du pipeline est très importante pour pouvoir justement pour pouvoir utiliser la fonction qu'on a définie. Donc, pour construire le pipeline, on appelle juste et puis on fait juste un build qui veut dire construire en réalité. Et puis après ça, justement, on peut exécuter le pipeline. Donc, si je clique ici, on exécute le pipeline. Il va charger les données qu'on lui a passées ici en paramètres. Et puis, il va lire. Donc, on peut voir il va nous retourner les données qui étaient à l'intérieur. Donc, c'est ces données qui sont ici, qui représentent les images. Donc, après cette étape-là de chargement de données, il est important de savoir qu'en fait, la sortie du pipeline qui est sauvegardée dans la variable pipe out, c'est un tuple de deux éléments en fait. Comme on a spécifié dans le pipeline qu'on a défini, c'est un tuple de deux éléments. Et ces deux éléments sont des objets appelés des tensor list CPU. Donc, chacun qui va contenir un tenseur, chaque variable ou bien chaque élément va contenir une sorte de tenseur CPU. Donc, afin de montrer les résultats qu'on a obtenus, il va falloir justement transférer ces tenseurs dans un tableau NumPy. Et ceci se fait justement par le tensor list. Mais il est important justement de savoir est-ce que les variables qui nous sont retournées sont de type dense. Quand on parle quand on parle de type de type dense, c'est juste pour vérifier le type la forme du tenseur en fait. Donc, il est important de vérifier ça. Et puis quand on vérifie ça, on voit justement que les images de base ne sont pas de type tensor dense. C'est important pour la suite. Mais les labels sont les labels sont de type tensor dense. Donc, on peut s'intéresser davantage aux labels. Donc, si on s'intéresse davantage aux labels, on voit justement qu'ils sont
qui sont de ce type-là. Par la suite, on peut, euh, on peut aussi boucler sur les images pour voir c'est quoi leurs caractéristiques. Donc, euh, donc on a vu déjà que les labels sont de type tensor dense. Donc, on peut observer maintenant, avoir une image, avoir une idée sur notre base de données. Ben, ça, c'est pas, il y a pas beaucoup d'images dans notre base de données. C'est quelques images que nous avons choisies. Donc, c'est ce qu'on peut, on peut observer ici. Et donc, expressément, on voit que notre base de données, la base de données qui est utilisée n'est pas, ça peut arriver dans n'importe quel problème de deep learning quand on a un problème avec la quantité de données. Donc, avec DALI, on peut essayer de faire une sorte d'augmentation. Donc, on va essayer de faire une augmentation des données sur DALI. Bon, la première des choses, c'est d'abord d'essayer de faire un mélange aléatoire. Avec le mélange aléatoire, il faut définir une fonction. On va définir une fonction shuffle pipe qui va essayer juste de faire un mélange aléatoire. Et puis, à l'intérieur, on précise juste que le mélange va se faire uniquement sur CPU. Donc, on va faire notre mélange aléatoire. Donc, on a apporté deux modifications. La première modification, c'est le random shuffle, justement, qu'on a rajouté. Et puis, la deuxième modification, c'est la capacité du tampon aussi qu'on a défini. Donc, on va maintenant tester les modifications qu'on a faites pour voir c'est quoi le résultat. Voilà. Donc, on observe ici que justement, on a eu un mélange. Parce que d'abord, le problème qu'on avait dans notre base, c'est que les données était uniquement utilisé, était uniquement d'un seul type. Donc, avec le shuffle, on peut mélanger les types de, on peut mélanger les types de données qui sont dans notre base avant de faire l'augmentation proprement dite. Donc, la première chose qu'on va faire pour l'augmentation, c'est de faire juste une sorte de rotation. Et donc, on va définir une fonction qui peut faire cette rotation sur CPU. Donc, on l'a défini ici. Et puis, on va afficher pour voir. Voilà. Donc, ici, on voit que on a fait une sorte de rotation. On a fait une sorte de rotation de nos différentes images à 10 degrés, on va dire ça comme ça, à 10 degrés. Et donc, après ça, une des remarques qu'on peut faire, c'est juste que pour une base de données simple, faire une simple rotation de 10 degrés, c'est pas toujours la chose intéressante parce que ça n'apporte pas de l'information en plus. Donc, on peut utiliser aussi une nouvelle fonction, toujours avec notre pipe def pour donner un intervalle dans lequel les rotations peuvent se faire. Ben, c'est juste ce qu'on va faire là. Et puis, on va afficher les nouveaux résultats. Donc, on voit maintenant que ça devient de plus en plus, ça devient de plus, ça devient de plus en plus intéressant parce que là maintenant, les, les rotations se font dans un intervalle et c'est pas toujours les rotations uniques. Ça sont des choses comme ça qui vont éviter que notre modèle ne se reprend. Mais une chose qui est très importante, qui est importante à garder à l'esprit, c'est que à chaque fois qu'on va passer la sortie d'un opérateur dans DALI à un autre argument nommé, ces données doivent toujours être placées sur CPU. C'est très important. Donc, c'est ce qu'on voit par exemple dans l'exemple qu'on a eu. On a utilisé random uniforme qui par défaut utilise un CPU. Donc comme argument et les paramètres qui ont été donnés c'était angle. Donc dans de tels arguments, les arguments qu'on a utilisés sont appelés en fait des entrées d'arguments. Donc c'est très important de garder ça à l'esprit. Donc les données doivent toujours être placées dans le CPU. Comme on a vu en cours,
comme une sorte d'orchestre. Donc maintenant, on peut, ici, on peut essayer d'ajouter l'accélération GPU. Donc on va voir ici qu'on ajoute l'accélération GPU dans notre fonction. Donc on peut ajouter l'accélération GPU pour utiliser justement la performance ou bien les spécificités d'un GPU. Donc, on a utilisé ici image GPU pour préciser justement qu'on veut utiliser, le GPU. Donc, quand on ajoute maintenant le CPU, le GPU, donc dans la première partie, on faisait tous les traitements sans GPU. Ici, maintenant, on ajoute les GPU avec les mêmes fonctions, juste pour voir la différence entre les deux. Donc, on a compilé ici, on a ajouté cette ligne. Ici, donc, il faut bien la noter. Dans la fonction image, GPU va copier toutes les données qui étaient d'abord sur CPU et les transférer sur GPU. Donc ici, comme j'ai précisé précédemment, le premier transfert de données se fait toujours sur le CPU. Après, maintenant, quand tu as transféré tes données sur le CPU, tu peux les transférer aussi sur le GPU. C'est un peu comme comme on a vu en cours, un CUDA copie. Donc, de host vers device. Donc, ça ressemble un peu à ça. Donc, on peut copier et puis, voilà. Et puis, on refait notre build. Et puis, après le build, après la constitution du pipeline, on peut le lancer. Donc, on le lance aussi. Et ensuite, on va, on va juste voir les images en partie. Voilà. On va juste voir les images à partir. C'est les mêmes images qui sont sur le GPU. Donc on peut le lancer directement depuis le CPU, ça ne dérange pas parce que c'est les mêmes images. Donc une chose qui est aussi très importante à noter, c'est que DALL-E ne prend pas en charge le transfert de données de GPU vers CPU au sein du pipeline. Donc c'est pour ça qu'une opération ne peut pas suivre une opération CPU ne peut pas suivre une opération GPU. C'est une chose qui est très importante à garder à l'esprit. Donc, comme je disais, on peut faire le CUDA même copie. C'est juste un exemple à prendre de host vers device. Mais l'inverse n'est pas possible avec DALL-E. Donc maintenant, on peut faire un décodage hybride. Si on se rappelle le schéma qu'on avait, c'est que la partie du décollage se fait à la fois sur CPU et GPU, pas uniquement sur GPU. Donc on peut faire notre décodage hybride. Donc pour les images qui sont souvent en haute résolution, le décodage des images stockées au format JPEG peut devenir un goulot d'étranglement. C'est très important à noter ça. Donc pour résoudre ce problème, il y a des bibliothèques qui ont été développées par NVIDIA qui va permettre de diviser ce processus sur le CPU et le GPU. Donc, ce qui bloquait dans notre image, comme on voyait tout à l'heure, c'était le fait justement que pour les images de haute résolution, on a ce goulot d'étanglement qui se fait. Donc maintenant, une des solutions de DALL-E, c'est de partager ce travail entre le CPU et le GPU. Donc c'est ce qu'on fait. Et puis vous voyez ici, on a rajouté juste l'option mix pour dire qu'on veut utiliser à la fois le CPU et le GPU. Donc c'est ça. Donc on peut aussi, on va build et puis on va lancer notre pipeline. Donc c'est ça qui a été fait ici. On va continuer justement à lancer. Donc ça c'est le traitement qui a été fait. Et puis maintenant on peut faire notre test et voir. Donc quand on fait notre test ici, on voit justement que avec le pipeline qui se passe uniquement sur CPU, on a environ 544 images par seconde qui sont traitées. Et puis, quand on lance sur le pipeline hybride, on a 2326 images par seconde. Donc, on va afficher les résultats pour voir le gain qu'on a eu en termes de rapidité en utilisant
DALL-E. Donc on peut afficher ça ici. Donc regardons ensemble l'histogramme de comparaison. Le premier utilise uniquement le CPU et on a environ 500 images qui sont traitées par seconde. Or, avec le pipeline hybride qui utilise à la fois le GPU et le CPU, on est au-dessus de 2000 images par seconde. Donc, on peut voir le gain énorme en temps qu'on a en utilisant DALL-E. Donc, on voit vraiment que DALL-E a été une vraie bibliothèque qui aide beaucoup et qui est une bibliothèque très futuriste pour l'utilisation, pour le pré-processing d'images dans des pipelines de deep learning.